Salut, salut, bienvenue à Sur la ligne, le radio-podcast officiel de Tennis Canada. Si vous écoutez la version vidéo, vous voyez que je suis dans un hôtel. Je prends quelques minutes alors que je suis sur la route pour quelques minutes, presque une heure pour venir parler de tennis avec vous parce que c'est une de nos passions. Je vais saluer d'abord et avant tout mes collègues. Charlotte Robillard-Millette, comment te portes-tu? Comment vas-tu? Comment a été ton US Open? Ça a super bien été, je vais bien. Je me remets, au travail, dans les dernières semaines. On a eu une semaine, de santé mentale qu'on appelle ici à Tennis Canada. Après l'Omnium Banque Nationale, la dernière semaine d'août, on a une semaine de congé, donc je suis allée au US Open, voir les matchs là-bas, faire quelques jours à New York avec, mon copain. Puis aussi j'ai vu, Bianca Andreescu, j'ai vu, son match, mais je l'ai aussi vu après, puis on a passé du temps ensemble, donc c'était très agréable. Ça fait du bien. Il faisait très chaud par contre, 35 degrés. Donc là, c'est un peu différent ici quand je reviens au Québec. Commence à faire frisquet, mais j'adore l'automne, donc je suis bien contente. Puis là, j'ai recommencé, le travail et c'est la Coupe Davis, donc très occupée, mais ça va très bien. Ouais, on va en parler de la Coupe Davis un peu plus tard dans l'épisode parce qu'effectivement, c'est commencé, déjà des bons résultats. Mais Charlotte, avant que je salue Hugues de son côté également, tu es la seule d'entre nous et de loin qui a joué le US Open. Euh, Explique-nous, c'est quoi, à quel point c'est spécial ce tournoi-là pour un joueur? C'est très spécial, ça fait partie des 4 grands chelems, donc je pense que ces 4 tournois-là sont uniques, sont, prestigieux d'une certaine, manière, beaucoup plus que les autres, que ce soit au niveau des points, que ce soit au niveau, des gens qui se présentent sur place. Le US Open, justement, c'est un très gros tournoi, c'est très grand l'espace, si vous n'êtes pas déjà allé, en fait, c'est énorme. Tu peux te promener, puis pendant des heures, puis voir des matchs, les matchs de les terrains de pratique aussi. Il y en a à côté des matchs, des terrains de match, mais il y en a aussi un petit peu plus loin vers l'entrée. Donc, c'est très vaste. Il y a beaucoup de gens. Il y a beaucoup de kiosques aussi, beaucoup de restaurants. Le stade Arthur Ashe est énorme. Donc, c'est toutes des choses qui fait que c'est très grandiose, c'est très différent des autres. Comme Roland-Garros, par exemple, j'y étais cet été aussi, puis je l'ai joué aussi. Mais c'est beaucoup plus petit, beaucoup plus chaleureux, beaucoup plus, ouais, c'est très, très différent comme ambiance. Donc, je dirais que le US Open, c'est très intense. Il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de gens. C'est un grand chelem, donc évidemment, c'est spécial. Donc, je pense que chaque joueur apprécie l'expérience puis la voit d'une certaine manière très unique, comme tournoi. C'est quoi ton plus beau souvenir du US Open, autant sur le terrain, peut-être qu'à l'extérieur du terrain, parce que, bon, comme je dis, tu l'as joué notamment chez les juniors, puis, mais tu as peut-être vécu d'autres expériences. Peut-être nous amener dans, dans Je tes te souvenirs? je te dirais que dans les dernières années, vu que New York est quand même assez proche, puis j'ai beaucoup d'amis, dont Bianca qui joue le tournoi, j'y vais souvent, donc ça, c'est sûr que c'est des beaux souvenirs. Bianca, qui a eu, heu, une victoire, à ce tournoi-là, c'est dans mes souvenirs mémorables, surtout que je suis très, très proche de Bianca. Mais moi, personnellement, j'avais joué Rybakina au US Open, l'année que je l'ai joué, puis j'avais dû me retirer, je pense que dans les 2 3 premières parties parce que j'avais une blessure au dos. J'avais gagné mon premier tour, puis je l'ai joué au deuxième tour, puis j'ai dû me retirer parce que c'était une grosse année cette année-là, en 2015 si je me rappelle bien, puis j'avais eu beaucoup de matchs, beaucoup de tournois, donc les blessures commençaient à tu sais, au mois de septembre, c'était un petit peu plus difficile, au niveau, physique, mais c'est quand même une super belle expérience, super beau souvenir. Puis j'étais aussi en double avec, une de mes amies, la Britannique Katie Swan, puis on était première tête de série pour le tournoi. Donc c'est assez spécial de se présenter dans un tournoi du Grand Chelem, puis de voir ton nom en haut avec un petit 1. Si je me rappelle, j'avais comme fait le saut un petit peu, puis malheureusement, on avait dû se retirer, mais c'est des beaux souvenirs que j'en garde. Puis, je me rappelle, j'étais avec Francis Tiafoe avant les matchs, puis on était très proches, on était amis, puis mon frère était là, puis il l'avait rencontré, puis il avait été tellement fin, tellement gentil. Donc, il y a tous des petits moments comme ça que je garde en tête, mais évidemment, y aller en tant que fan aussi, c'est une super expérience. Oui, ben ça, c'est sûr. En tout cas, c'est pour ça que Charlotte est une experte sur notre flow parce qu'elle l'a joué
Elle a joué Rybakina, ce que nous autres, on n'a pas pensé proche de faire. Et puis, elle est chum avec Frances Tiafoe, demi-finaliste au US Open. Pas si mal. Hugues, je vais de ton côté. Comment vas-tu? Comment te portes-tu, mon cher? Ça va bien. Écoute, moi, ce que j'ai dû faire cette année, c'est faire mes propres Honeydews, qui est la boisson officielle du US Open, parce que j'étais chez moi pour suivre les matchs. Mais je suis content que Charlotte parle de l'énergie puis de l'envergure du US Open pour être allé à plusieurs reprises aussi. C'est ça qui frappe le plus la première fois. C'est l'espèce de buzz sur le site. Si ce n'est pas dans les estrades, parce que ça parle beaucoup au US Open, il y a toujours un bruit de fond, même pour les joueurs, là, c'est quelque chose qui est remarqué. Mais c'est vraiment unique là, dans tous les grands chelems pour en avoir fait quelques-uns, là, cette espèce d'ambiance-là. Puis quand on dit que tout est plus gros au US Open, bon, c'est la plus grande scène du monde, hein, c'est presque 22 000 places sur le central Arthur Ashe. Mais je reviens au Honeydew. Ils en ont vendu près de 600 000 cette année. Ça veut dire que plus qu'une personne sur deux qui était spectateur au US Open s'est commandé au moins un Honeydew. Donc, quelle réussite, ce fameux cocktail signature dont on a parlé beaucoup. Il y a eu une vidéo sur les réseaux sociaux qui a roulé aussi, là, qui a fait rire beaucoup de monde par rapport à ça. Mais c'est vraiment un tournoi unique. Puis moi, ça fait toujours plaisir d'en parler parce que c'est notre Grand Chelem. C'est la suite de Montréal, même surface, même balle. C'est le Grand Chelem de l'Amérique. Là, donc, c'est vraiment tout un événement à l'US Open, surtout quand on y va, évidemment, pour les fameuses Night Sessions. Oui, un record d'assistance cette année, peut-être qu'on en parlera un peu plus tard. C'est quand même assez spectaculaire ce qu'ils ont réussi à faire du côté de New York cette année. Et justement, parlons-en de tennis puisque c'est notre mandat. On va parler de ce qui va se passer du côté canadien de la Coupe Davis un peu plus tard dans le cadre de la chronique d'actualité du tennis canadien Tennis Giant. Mais je veux qu'on commence avec les champions et puis on parlera peut-être également un peu des demi-finales. Mais commençons du côté des femmes avec Sabalenka qui est championne au US Open. Je pense que plusieurs de nous l'avaient dans leur mire comme championne et elle a livré. Et honnêtement, je pense que si ce n'était pas de la terre battue, elle serait numéro 1 mondial et de loin, cette fille-là, présentement. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Premier commentaire peut-être, Charlotte, sur cette victoire de Sabalenka au US Open? Oui, pas surprenant. Moi, je la voyais, justement, comme tu as dit, dans ma mire pour gagner l'US Open. Elle a quand même eu une très bonne année. C'est la première fois qu'elle gagne le US Open. Par contre, elle a fait la finale l'année passée contre Coco Gauff. Donc, je pense qu'elle l'avait vraiment en tête de revenir cette année puis d'aller chercher le titre. Puis c'est quand même vraiment impressionnant de voir qu'elle était capable, justement, de faire ça, faire une finale de Grand Chelem au même tournoi 2 années de suite, c'est quand même extraordinaire. Puis je la sens pétillante, je la sens légère, je la sens contente. On l'a vu pendant le tournoi, elle est allée vers une petite fille qui s'était comme habillée comme elle, qui la voyait comme son modèle, qui avait même fait un tatou de tigre ou un tatou quelconque sur son bras. Donc, elle a pris le temps avec cette petite fille, cette joueuse de tennis-là. Elle a probablement fait sa journée. Ça l'a passé sur les réseaux sociaux. C'était assez viral. Puis c'était assez adorable comme moment, là, je dirais. Donc, je la sens vraiment je la sentais dans un bon état d'esprit, une belle mentalité. Je pense que, évidemment, elle a eu aussi un record par rapport à la vitesse de son coup droit. Tant chez les hommes que chez les femmes, c'est elle qui a le coup le plus puissant, le plus rapide en moyenne. Donc, c'est vraiment impressionnant de voir ce qu'elle fait. Elle a une puissance, une force incroyable. Puis, je pense qu'elle a vraiment démontré ce qu'elle est capable de faire. Pas juste une ou deux fois, là, c'est son 3e Grand Chelem. Puis, elle a quand même battu toutes les filles qu'elle avait à battre. Là, elle l'a pas eu facile. Puis, ça a été... moi, je suis très contente de voir que c'est elle. Je pense que c'est un beau modèle aussi pour le tennis. Ben 100%, puis on l'a toujours dit à quel point elle est sympathique, Aryna Sabalenka. Et puis, c'est une fille qu'on aime voir gagner. On aime, à la limite même, je dirais, gagner et perdre avec elle parce qu'elle a toujours une touche de sourire, une touche d'humour. Je pense qu'elle est bonne pour le tennis sans oublier que, dans les dernières années, Sabalenka, ça n'a pas été très, très, très facile et je pense qu'on sous-estime d'une certaine manière peut-être sa force mentale à Sabalenka parce qu'on parle beaucoup de sa puissance, on parle beaucoup de d'autres choses, mais c'est une fille qui a vécu des catastrophes dans les dernières années, très, très, très proche d'elle. Là, et il n'y a pas si longtemps, on parlait de son ex-copain qui est décédé dans des circonstances un peu particulières. Je pense qu'il y en a beaucoup qui auraient été
peut-être affectée par ça. Sûrement qu'elle l'a été. On peut parler de son papa, là, il y a quelques années également. Alors, c'est une fille qui a traversé un peu vents et marées, puis ça parlait qu'il y a une guerre qui continue de rugir entre l'Ukraine, la Russie, etc. Tout ça, ça peut être des choses qui peuvent peut-être compliquer la vie d'une fille qui vient de cette région-là. Alors, je pense que on doit donner un A+ pour la force mentale à Sabalenka aussi, parce que on oublie peut-être à quel point tout ça pourrait venir jouer dans sa tête. Et puis, chapeau à elle. C'est un 3e titre pour elle cette année, Aryna Sabalenka. Un 3e titre du Grand Chelem et un 16e titre au total. Déjà, elle s'inscrit comme une des meilleures joueuses de sa génération. Un commentaire sur cette belle victoire de Sabalenka? Moi, je trouve qu'elle a été excellente tout le long du tournoi. Elle a un peu survolé ce tournoi-là. Elle le voulait. Elle était extrêmement déçue de sa défaite contre Coco Gauff en 2023. Moi aussi, j'ai retenu sa puissance en coup droit. Une balle moyenne en coup droit qui approche les 130 km/h. Effectivement, comme tu l'as dit, Charlotte, plus que Djokovic, plus que Sinner, plus qu'Alcaraz. C'est une stat qu'il faut quand même remarquer. Là. Donc, son one-two punch, le service coup droit, c'est vraiment impressionnant. Moi, j'aime beaucoup ce style de jeu-là. Je trouve que c'est un vent de fraîcheur pour le tennis Aryna Sabalenka. On aime voir ses émotions. C'est une fille vraiment agréable à avoir joué. Puis j'ai l'impression qu'elle travaille très fort aussi. Elle a toute une équipe derrière elle. On le voit, ils ont l'air extrêmement soudés. Et c'est des commentaires qui sortent beaucoup, là, le fait que c'est pas un hasard si elle est rendue là. On sait qu'elle a dû corriger des éléments importants de son jeu au niveau mental, au niveau de son service aussi. Elle pouvait s'effondrer complètement il y a 2-3 ans, on s'en souvient. On se souvient de son match contre Leila Fernandez où elle s'était effondrée complètement. Leila l'avait fait craquer littéralement. Moi, j'aime beaucoup sa progression depuis quelques années à Sabalenka. Et bien qu'elle soit loin, pour boucler la boucle, Alex, par rapport à son classement, elle soit encore loin de Swiatek. Il y a encore plus de 3000 points qui les séparent. Moi, je la vois comme une numéro 1 potentielle là, si elle continue comme ça. On a vu quelques faiblesses aussi du côté de Swiatek. Donc, Sabalenka, très bonne joueuse pour le volet féminin. Et c'est pas un hasard si la finale féminine au niveau de la télé a eu des ratings aussi élevés que celle des hommes. Ça peut être une très bonne année en général au niveau des codes d'écoute télé, on pourra en parler. Mais la finale avec Sabalenka et l'Américaine Jess Pegula a quand même eu des très bons chiffres et c'était un bon spectacle de voir Aryna Sabalenka. Elle a vraiment dominé. Je tiens à dire quand même qu'elle a perdu juste un set pendant le tournoi. C'est quand même exceptionnel. Là. Elle a battu la Chinoise Zheng qui avait gagné les Jeux olympiques 6-1, 6-2. C'est en quart de finale. Je veux dire, c'est assez convaincant. Donc, vraiment une belle performance. Puis j'aime que tu amènes l'aspect des difficultés qu'elle a vécues, puis l'aspect mental aussi que tu évoques, Hugues, par rapport à s'effondrer. Elle était plus fragile, elle était connue un peu pour choquer. Donc, vraiment une belle progression de son côté. Et si je ne me trompe pas, Hugues, là, corrigez-moi si je me trompe, mais aussi, tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs là, qui auraient décidé de changer leur entourage. Et elle a décidé de rester avec le même entourage et de dire, it's on me, c'est à moi de m'améliorer. Puis elle a fait confiance à son entourage et visiblement, là, ça fonctionne bien de son côté. Alors, je pense que il y a peut-être une leçon à retenir aussi que des fois, peut-être que la stabilité. Oui, persévérer et la stabilité, c'est gagnant également. Et elle vient de le prouver avec un troisième titre du Grand Chelem. Tu parlais des codes d'écoute qui ont été bonnes du côté des femmes, notamment. C'est peut-être pas innocent au fait que Jessica Pegula était là. Et encore une fois, quel parcours de Jessica Pegula, Hugues? Moi, je suis très content de voir le tennis américain en santé, avec une demi-finale Fritz Tiafoe du côté masculin, avec Pegula qui sera en finale. Le tennis en Amérique va souvent aller aussi bien que les performances des joueurs américains. Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu des joueurs du côté américain se rendre en demi-finale, en avoir 3, ça remontait justement à 2006. La dernière victoire, c'est en 2003, Andy Roddick. Ça fait très, très longtemps. Là. Donc, ça, c'est vraiment une bonne chose.
mais on voyait l'écart quand même. C'était pour moi assez clair que Sinner et Sabalenka partaient comme des très grands favoris. Mais c'est quand même bien de voir que le tennis américain se porte bien. On peut pas aussi parler de la performance de Navarro du côté féminin là, qui a fait un superbe tournoi. Mais effectivement, les codes d'écoute, je vais parler de la finale des hommes, c'est moins 31% par rapport à l'an passé. C'est quand même une chute importante, mais c'était diffusé beaucoup plus tôt. Donc, le match était en ondes à 14 heures, compétitionné avec les matchs du premier dimanche de la NFL aussi. Moi, je ne suis pas sûr que le créneau de 2 heures est vraiment idéal, bien qu'on avait aussi un Américain en finale avec Fritz et que ça a été quand même un match intéressant, assez serré, même si c'est joué à 3-7. Donc, autant ils ont un nouveau record au niveau de l'assistance sur le site avec plus de 1,50 million, autant les codes d'écoute ont été un peu décevantes au niveau de la télé. Mais je veux juste rajouter rapidement que je pense que la télé, ça s'en va peut-être en déclin, disons, c'est plus la diffusion en direct, puis YouTube, etc., toutes les plateformes en ligne. Mais ça reste qu'il y a eu beaucoup de gens qui sont allés sur place. Puis il y a aussi Ben Rothenberg qui a tweeté un peu en blague que les gars sont chanceux d'avoir eu l'équité en termes de bourse parce que sur YouTube, il y a eu 1,7 million de views pour la finale Pegula-Sabalenka, puis seulement 688 000 pour les hommes. Donc, on voit quand même un peu d'engouement aussi de ce côté-là, premièrement pour les femmes, mais aussi pour le tennis féminin, mais aussi pour les plateformes en ligne. Donc, intéressant. Mais ouais, ça c'est intéressant. Et je sais aussi que le US Open a émis un communiqué. Là, ils ont eu des problèmes avec Disney. Là, et, ça, c'était vraiment surprenant. En tout cas, peut-être qu'on pourra s'en reparler Hugues, dans une prochaine chronique parce que je ne sais pas si tu as vu ça. Mais... En plein tournoi. Ben oui, en plein tournoi. Là, ils ont annoncé qu'ils n'allaient pas streamer alors que, bon, Disney, s'il faut comprendre, est propriétaire en partie de ESPN. Oui, j'ai vécu ce problème-là, moi. Ouais. Tu l'as vécu. Qu'est-ce que tu veux dire, tu l'as vécu? J'étais aux États-Unis pour justement essayer de regarder le tennis à la télé. Puis j'essayais d'ouvrir ESPN+, puis ça ne fonctionnait pas à cause une dispute administrative. Oui, exact. C'est ça qu'on comprend. Puis, honnêtement, mais franchement, sans être trop sévère, là, il y a quelqu'un qui a échappé à la balle pas à peu près parce que ça se passe en plein milieu du tournoi, ça n'a aucun Il y a eu beaucoup de mauvais commentaires. Puis de... Exact. Peut-être un commentaire là, sur Jessica Pegula, une fois de plus. C'est drôle parce que j'écoutais, comme je le fais assez régulièrement, le podcast d'Andy Roddick, et vraiment, je pense qu'il nous écoute parce que lui aussi était revenu sur le fait que tu ne peux pas acheter un titre, tu ne peux pas acheter des performances de ce genre-là. Et honnêtement, elle vient de le prouver encore. Je veux dire, je pense que c'est une question de temps avant qu'elle puisse remporter un grand chelem. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. C'est peut-être un peu plus agressif. C'est une fille qui, en tout cas, Charlotte, tu me diras si je me trompe, mais c'est une fille qui semble avoir un style de jeu qui ressemble un peu à celui de Djokovic. C'est-à-dire qu'elle retourne beaucoup de balles, elle force l'autre à faire des erreurs, mais quand tu arrives contre une fille comme Sabalenka qui va te pousser dans les cadres systématiquement, c'est peut-être un peu plus compliqué. Mais si elle peut acheter un peu d'agression à son jeu, j'ai l'impression que la porte d'un grand chelem va s'ouvrir pour elle. Est-ce que vous la voyez comme championne de grand chelem à moyen terme? Moi, je vais répondre puisque je l'ai déjà joué. Donc, de cette manière-là, j'ai aussi cette perspective-là. Son jeu a incroyablement progressé, on s'entend. Mais ça reste que c'est assez simple. C'est assez solide. Elle est très forte des deux côtés, que ce soit revers, coup droit. Il n'y a pas une grosse faille, une grosse faiblesse. Elle a un bon service. Elle frappe fort, elle frappe à plat, elle est précise, elle est très bonne en fond de terrain, elle prend la balle tôt, elle a un bon timing, mais ça reste que je pense qu'elle pourrait, comme tu dis, pour aller peut-être à l'autre étape, chercher peut-être un petit peu plus de variation dans son jeu. Je pense qu'elle est capable d'être très agressive puis de même ouvrir des angles, mais que ce soit peut-être un petit peu plus de slice ou d'amorti ou de montée au filet. Que ce soit peut-être plus de balle haute. Donc, peut-être d'amener ça dans son jeu pour être capable justement de percer les filles qui sont peut-être un petit peu plus solides qu'elle, comme Sabalenka qui est extrêmement puissante, donc peut-être un peu plus même que Pegula. Peut-être qu'avec une certaine plus d'armes dans son jeu, elle serait capable de passer à travers ces matchs-là.
Mais je pense qu'elle a une très belle attitude aussi. Elle est calme, elle est connue pour avoir une démarche quand même assez confiante, d'être quand même assez stable dans ses matchs. Elle est vraiment solide pour moi, mais tu la regardes jouer, ça va pas nécessairement être flamboyant d'une certaine manière, comme d'autres, mais tu vois qu'elle est bonne dans ce qu'elle fait. Donc, Ouais. je pense que si elle est capable d'aller chercher peut-être cette prochaine étape-là, oui, certainement que je la vois comme prochaine championne de Grand Chelem. Bon, là, tu t'as dit que tu as joué Jessica Pegula, tu l'as-tu déjà battue? Ah oui. Oh, bravo! On va parler de ça, là, une fille sur le podcast qui a déjà battu une finaliste de Grand Chelem, là. Tu sais, mais le name dropping aujourd'hui pour Charlotte, là. Ben ouais, je m'excuse davantage, je suis vraiment plus Ah non, mais nous autres, on est bien fiers de ton name dropping. Puis honnêtement, toi aussi, j'espère que tu dois l'être, Charlotte, parce que, tu sais, on en a parlé souvent, mais tu sais, ce que tu as réussi à faire dans ta carrière, là, puis peu importe que ta carrière a été peut-être plus courte que d'autres joueurs, je veux dire, c'est pas banal d'atteindre le niveau que tu as fait. Puis atteindre le niveau professionnel dans n'importe quel sport, c'est pas banal. Fait que honnêtement, ça entoure pas mal de. J'en suis fière, ça fait partie de mon J'espère. parcours. Mais Tu oui. as raison. Merci, Alex. J'espère parce que c'est phénoménal. Puis la maturité, je pense, avec laquelle tu l'as fait aussi à un si jeune âge, là, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui devrait prendre exemple sur toi. Puis après ça, tu auras eu la carrière que tu auras eue, mais ultimement, peut-être que ce sera autre chose. Puis je sais qu'il y a des belles choses qui vont venir pour toi dans tout ce que tu vas faire parce que peu importe ce que tu es. Joueuse ou dans les médias ou dans les communications, tu es une fille qui travaille fort et qui a une discipline. Alors, je ne suis pas vraiment inquiet. Ben voilà, sur les éloges de Charlotte, passons du côté des hommes. Je ne sais pas comment aborder cette question-là. Je m'attendais à ce que ça fasse plus controverse que ça, que Sinner l'emporte. Ça n'a pas fait autant de vagues que ce à quoi je m'attendais. Commentaire, Hugues, sur cette victoire de Sinner, est-ce qu'elle est controversée, cette victoire-là? Avant Sinner, je veux juste conclure sur Pegula. N'oublions pas qu'elle a 30 ans. Là. Elle a progressé quand même beaucoup au fil des années. C'est la fille qu'on voyait souvent s'arrêter en quart de finale dans les grands chelems. Elle est passée en demi-finale. Et qui elle a battu en quart de finale? Iga Swiatek, et de belle façon aussi. Elle a joué d'une manière admirable. Swiatek n'a pas réussi à rivaliser. En 6-2, 6-4, le score. Donc, moi aussi, je suis impressionné par les progrès que Pegula fait encore. Puis malgré son statut financier, familial et tout ça, elle démontre qu'elle fait ce qu'il faut et elle fait les efforts pour continuer de progresser à 30 ans. Donc, je lève mon chapeau à notre double championne de l'Omnium Banque Nationale en passant au Canada, là, Montréal et Toronto. Sinner, Fritz, gagnant prévisible, je vais le dire comme ça. Lui a mis beaucoup l'accent sur cette performance au US Open. On sait qu'il a fait l'impasse sur les JO. On avait deux joueurs attendus, très fatigués, je crois, en Alcaraz et Djokovic, qui n'ont pas pu le menacer. Mais Sinner a joué de très belle façon. Puis, bon, je sais à quoi tu fais référence, évidemment. Là, c'est ses tests au niveau de substances bannies. Cela dit, l'Agence du dopage mondial aujourd'hui a pour la deuxième fois confirmé qu'il soutenait le verdict qui avait été donné avant l'US Open. Donc, je crois qu'il n'y a aucun doute maintenant sur le fait qu'il n'a pas pris de façon volontaire ou négligente cette substance-là. Encore une fois, c'est des quantités infimes qui étaient dans son corps, qui n'auraient pas pu affecter sa performance. Je pense que la plupart des gens n'en ont pas fait un gros cas. En tout cas, la foule n'a pas réagi ou hué ou quoi que ce soit. Quelques joueurs en ont parlé durant le tournoi, surtout au niveau du processus et pas sur le fait qu'ils auraient été réellement dopés. Mais ça n'a pas été un réel enjeu, je pense. Et même au niveau mental, je pense qu'il était assez en contrôle ou en paix, en tout cas, avec ça, pour réussir à donner son meilleur jeu. Et il l'a prouvé tout le long du tournoi. Là, il a vraiment très, très bien joué pour aller chercher ce titre au US Open. Yannick Sinner. Et c'est un numéro 1, et c'est le numéro 1 maintenant qui est incontesté. Il est seul en ce moment au numéro 1. Djokovic qui descend du top 3. C'est Zverev qui est numéro 2 maintenant. Alcaraz numéro 3. Donc, Sinner est seul au monde au sommet du tennis masculin en ce moment. Charlotte, je te sens moins conciliante que la réponse de Hugues, je me trompe?
Ouais, moi, je suis comme pas convaincue tout de même. Je pense que les gens oublient rapidement parce que justement, c'est Sinner et il a gagné un autre grand chelem, puis il est impressionnant, il est talentueux, etc. Mais si c'était n'importe qui d'autre, puis je pense même si, par exemple, on prend l'exemple de Simona Alep, je pense qu'elle a vécu quelque chose de beaucoup plus difficile, puis peu importe quelle substance, peu importe quelle euh, euh, combien tu en avais dans ton corps et tous les détails qui viennent avec ça, moi, je pense quand même que ça met un gros point d'interrogation. Puis, c'est aussi le processus, on en a parlé beaucoup, Oui, mais moi, c'est ça qui me dérange aussi, c'est que oui, certaines faveurs pour certains joueurs plus que d'autres, puis il y en a qui vont vivre des difficultés pendant des années ou des mois, pas pouvoir jouer, pas pouvoir rester un petit peu dans le noir par rapport à ce qui va se passer, de ne pas savoir le déroulement des choses, puis d'être restreint, tandis que lui, ça s'est fait euh, tout en cachette, disons, oui. là. Ça s'est fait très rapidement. Donc ça, je pense que ça me dérange. Ça me dérange que, justement, les gens oublient juste parce qu'il est bon puis il gagne. Moi, je pense que même s'il n'y en avait pas beaucoup dans son corps, bon, évidemment, je ne suis pas scientifique, là, je ne connais pas exactement tout le processus, mais même s'il n'y en avait pas beaucoup, qu'est-ce qui dit qu'il y en avait beaucoup, mais que ça s'est dilué ou que c'est parti avec le temps, puis que quand ils ont fait le test, il en restait juste un petit peu? Tu sais, je veux dire, on ne peut pas savoir qu'au moment où il a fait le test, vu qu'il n'y en avait pas beaucoup dans son corps, ça veut dire qu'il n'y en a pas beaucoup pris. Peut-être qu'il y en avait beaucoup 2 semaines avant, puis il n'avait pas fait le test à ce moment-là. Donc, tu sais, il y a beaucoup de points d'interrogation, il y a beaucoup de questionnements par rapport à ça. Je pense qu'il est indéniablement un des meilleurs joueurs au monde. Mais ça reste que pour moi, je trouve que ça vient un peu salir, tacher un peu tout ça. Puis moi, ça me surprend qu'il a été capable d'avoir un état d'esprit aussi calme, aussi serein, aussi en contrôle. Il a perdu juste une manche dans tout le tournoi, ce qui est quand même comme 2 manches, au premier tour, puis une en quart de finale. Mais ça reste que c'est incroyable de voir ce qu'il fait. Il a du talent, il est capable de faire de grandes choses. Mais ça me dérange un peu, puis aussi le fait qu'il a pas l'air trop bouleversé par ça. On dirait que pour lui, c'est normal de s'en laver les mains d'une certaine manière, puis je veux pas sonner trop difficile, mais c'est ça. Moi, je trouve que pour lui, c'est comme, ben non, on a fait le processus, tout est correct, il y a rien là, tandis qu'il y en a d'autres qui peuvent être très frustrés de la situation. Donc, je veux dire, c'est très impressionnant ce qu'il fait, c'est remarquable. Il a gagné un grand chelem de manière quand même assez dominante, mais je suis pas certaine que je le respecte peut-être autant que Carlos Alcaraz, par exemple, en ce moment. Je peux ajouter, puis je suis d'accord avec toi, Charlotte, sur ce point-là, moi, je crois que l'ATP a protégé son numéro 1 au niveau du processus, et ça, c'est pas Totalement. correct. C'est pas correct en soi. Je pense qu'ils ont un beau numéro 1 pour plein de raisons. C'est un joueur on a beaucoup de raisons comment dire, de l'aimer, Sinner. On veut protéger la rivalité avec Alcaraz, qui est le gros ticket pour l'ATP dans les prochaines années. Je pense que c'est là où je pense qu'il y a un problème avec ce qui s'est passé. Encore une fois, moi, je ne reviens pas sur le dopage. Je peux juste voir ce qui a été révélé comme fait. Mais le processus, moi aussi, il me pose un problème. Et il y a des choses qui sont faites sous la couverture, là, comme on dit, qui n'auraient pas dû se faire de cette façon-là. Et c'est là que ce n'est pas équitable pour tous les joueurs et toutes les joueuses qui auraient des situations semblables. Exact. Je pense que c'est là que peut-être ça va justement réveiller un petit peu la fédération, Ouais. l'organisation à se dire, bon, là, on n'est pas équitable, c'est pas égal avec toutes les situations, donc on doit trouver un processus qui est constant, qui est coulé dans le béton pour que ce soit justement pareil pour tout le monde, peu importe ton classement, peu importe tes résultats, parce que là, c'est là que je trouve qu'il y a du favoritisme. Puis c'est ça qui me dérange. C'est le privilège d'être la tête d'affiche. Donc, on peut se laver les mains, on peut s'en passer avec quelques petites euh, injustices, disons. J'aime la modestie avec laquelle tu l'as dit, puis on sent un peu de retenue, puis c'est bien correct. Mais je suis d'accord avec toi, Charlotte, honnêtement, sur le fond, parce que il y a comme une espèce de manque de cohérence, puis c'est pour ça que moi, je m'attendais à ce qu'il y ait une espèce de backlash un peu médiatique. Il n'a pas été si gros que ça, mais tu sais, en tout cas, je suis embêté un peu parce que
c'est plate parce que c'est une des plus belles saisons de l'histoire de l'ATP que Sinner connaît avec 2 grands chelems, déjà une cinquantaine de victoires et plus. C'est quand même une excellente saison là, qui va marquer les esprits. Puis, 2 grands chelems dans une saison, c'est une poignée de joueurs là, qui ont fait ça on a comme été habitués à ça avec le Big Three, là, mais dans la vraie vie, là, ça n'arrive pas si souvent que ça. T'sais. Puis là, ben, ça arrive avec des accusations de dopage aussi. Fait que, c'est sûr qu'il reste des points d'interrogation de ce côté-là. Puis ben, ça va peut-être même le marquer pour le restant de sa carrière. Ben, une autre chose aussi que j'ai eu beaucoup de commentaires par rapport à ça, c'est qu'il y a eu une chronique, il y a eu un espace médiatique pour donner son discours, disons, là, sa version des faits, prime time, disons, là, avec l'ATP, avec les médias, pour justement passer son message. Puis il y en a d'autres d'autres joueurs moins performants, disons, qui disaient, moi, dans ma situation, on m'a pas donné une tribune comme ça pour aller donner ma version des faits, puis me justifier, disons, de la situation. Je suis restée un peu dans le néant, à pas pouvoir être capable de discuter de la situation puis de me faire juger un petit peu quand lui a eu comme tout cet espace-là. Donc ça aussi, on trouvait ça injuste de dire comme t'as une entrevue présidentielle, condition parfaite pour justement donner ta version des faits, puis il n'y a personne d'autre habituellement qui a ça. Donc ça, c'est un autre point aussi que les gens ont trouvé un peu injuste et différent du traitement habituel. Djokovic en a parlé un peu dans des conférences de presse, là, mais là, je sais qu'il y aura des entrevues qui vont être faites prochainement, là, mais je pense que la PTPA a manqué une belle occasion de s'installer puis de faire un méchant gros pitch de vente pour faire une association des joueurs parce que, bon, ils ont dit que ça prendrait peut-être une association de ce genre-là, mais l'affaire, c'est qu'il n'y a pas une association présentement qui a que les intérêts des joueurs à cœur. Bon, l'ATP, évidemment, mais l'ATP travaille avec les tournois, ce n'est pas que pour les joueurs. Il y a beaucoup d'enjeux là, que peut-être les joueurs auraient intérêt à se mobiliser, ne serait-ce que l'horaire, là, présentement, qui n'a aucun foutu sens dans le monde du tennis, mais la cohérence dans les tests de dopage également, ça aurait été un dossier pour une association de joueurs. Et je sais que Vasek Pospisil va donner des entrevues prochainement, notamment sur le podcast d'Andy Roddick, pour aller parler de ça. Alors, peut-être qu'on aura plus de détails, mais peut-être que ça pose la question aussi sur la pertinence d'une association de joueurs qui ne représente que les intérêts des joueurs pour faire un peu, sans dire compétition, mais à l'ATP pour au moins mettre les intérêts des joueurs à l'avant-plan parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses que les joueurs n'ont pas dans leur contrôle en dépit du fait que c'est eux les vedettes, c'est à cause de eux qu'on regarde le tennis et c'est eux qui devraient être, entre guillemets, maîtres du jeu, j'ai l'impression. Si ça ne vous dérange pas, on va faire une courte pause. Et puis, au retour, on va parler de ce qui se passe avec la Coupe Davis parce que le Canada est déjà en action et les gros joueurs y sont. Le restaurant Monem vous propose une nouvelle carte inédite créée par le chef Cédric Delonde. Le Monem met de l'avant des plats généreux inspirés de la gastronomie française et des cocktails créatifs. Venez vite découvrir notre nouvelle carte. Rendez-vous sur monem.ca. Profitez de la douceur de l'été et voyez grand pour votre prochain séjour au centre-ville de Montréal. Choisissez l'Hôtel Montville et profitez de leur offre incluant 30% de rabais sur les suites lors d'un séjour de 2 nuits minimum. Rendez-vous sur hôtelmontville.com. De retour sur la ligne de Radio Podcast officielle de Tennis Canada, extrêmement dans votre compagnie. Hugues Léger et Charlotte Robillard Minette sont avec moi. On a parlé du US Open avant la pause, mais la saison de tennis, comme on dit, est une saison un peu folle. Il y a déjà d'autres compétitions d'envergure qui se disputent au moment même, et c'est notamment la Coupe Davis qui a débuté. C'est la phase de groupe dont le Canada fait partie. Et Hugues, le Canada a déjà une belle première victoire dans un groupe qui devrait être prenable pour le Canada contre l'Argentine. Oui, je vais le dire, d'entrée de jeu, on est dans des conditions qui nous plaisent beaucoup au Canada, à Manchester en ce moment. On joue en indoor, là où Félix a eu tous ses titres, ses 6 titres. Mais quand même, belle performance de Shapovalov et de Félix d'entrée de jeu. Victoire solide de 2-1 contre un très bon pays en Argentine avec Cerundolo et Sébastien Baez.
je disais à la radio il y a quelques jours que si j'étais Frank Dancevic, je considérerais faire jouer Gabriel Diallo en simple avant Shapovalov. Ben écoute, Frank a fait la bonne décision en mettant Shapovalov, qui a joué un de ses meilleurs matchs de l'année, je pense. Là. Donc, c'était vraiment une très belle entrée en matière. Donc, c'est très bien parti pour le Canada. Cette équipe-là, ils sont habitués de jouer ensemble. Ils sont très soudés, je crois. Il y a Alexis qui s'est joint un peu à la dernière minute en remplacement de Miloš. On retrouve l'équipe qui est allée chercher la Coupe Davis en 2022. Donc, qui sait où ça va se terminer, mais j'aime bien les chances du Canada, en tout cas pour passer cette phase de groupe finale avant de se qualifier pour les finales là, en fin d'année. Charlotte, à quoi tu t'attends du Canada dans cette compétition-là, dans un groupe où il y a la Grande-Bretagne, la Finlande notamment? Ça devrait être un groupe prenable pour le Canada. En plus de l'Argentine, évidemment, qu'on vient de nommer. Mais est-ce que tu t'attends à voir le Canada passer à la ronde finale? Oui, je pense qu'on a une très bonne équipe cette année avec Denis, Félix, Gabriel, Vachek et Alexis. Ils ont tous du très bon tennis. En eux, ils peuvent faire de très belles choses. On l'a vu là encore une fois. Je veux dire, Denis qui a déjà été top 10, Félix qui a déjà été aussi dans les meilleurs au monde. Donc, ils sont capables de jouer, puis Denis le dit lui-même en conférence de presse hier, à n'importe quel jour, en jouant notre meilleur tennis, on peut battre n'importe quel joueur. Il parlait nécessairement de Félix, mais je pense que c'est la même chose pour lui. On l'a vu hier, il a joué un de ses meilleurs matchs, comme vous l'avez dit, très solide pour briser la glace pour le Canada, aller chercher le premier point. Donc, il était très content de son match, très satisfait. On l'a vu aussi après le point pour sceller la victoire. Il était très fier. Puis ensuite, on a échappé le double après avoir gagné le premier set. Mais je pense que je les sentais quand même en confiance, dans une bonne mentalité. Félix l'a dit aussi qu'il aime bien la surface, qu'il aime bien jouer à l'intérieur, la constance de jouer à l'intérieur. Donc, je pense que ça augure bien. On a des chances de passer. Moi, je pense qu'on l'a déjà fait. On a gagné en 2022. Je pense que c'est possible. C'est évidemment très, très compétitif. Je pense qu'il y a des très bons joueurs aussi dans toutes les équipes. Ils l'ont dit hier, à n'importe quel jour, les joueurs auraient pu nous battre parce que c'est tous des joueurs top 35, top 30. Donc, quand même assez solide, mais je pense que le Canada on ses chances. On est très bon en simple. On est aussi très bon en double. C'est dommage que Miloš Raonic ne pouvait pas se joindre à l'équipe, mais ça reste qu'on a de la profondeur. Puis, comme tu dis, il y a Gabriel Diallo aussi qui a eu un très bon tournoi US Open, qui est sur une bonne lancée, qui avait gagné un tournoi à Chicago juste avant. Donc, je pense que tout est possible. Puis, ils sont bien soudés ensemble. Félix et Denis, qui se connaissent depuis toujours, qui ont grandi ensemble, qui ont fait les juniors ensemble, avec Alexis aussi. Puis même chose pour Gabriel, qui est un petit peu plus jeune. Mais non, j'ai bien confiance. Je pense que c'est bien parti. Ils prennent ça à cœur aussi de jouer pour le Canada. On le sent, c'est important pour eux. Donc, bien hâte de voir la suite. Quelle équipe vous fait plus peur entre la Grande-Bretagne et la Finlande? Moi, ce serait la Grande-Bretagne. Ouais. Je pense que la Grande-Bretagne, surtout avec un gars comme Daniel Evans, mais je pense que... Il est définitivement difficile à battre, là, Daniel Evans. Là, on l'a vu au US Open là, avec le match le plus long contre Khachanov au premier tour, là, au deuxième tour, au premier tour. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui s'accroche, qui est très, très, très déterminé, persévérant, qui est capable de faire des belles choses. On l'a vu là, justement à New York. Mais j'ai pas regardé nécessairement toute l'équipe, pour être bien honnête avec toi. Mais de manière générale, je pense que ça serait peut-être plus la Grande-Bretagne qui me ferait peur, je te dirais. Mais je pense quand même que le Canada va avoir le dessus, là. Puis on va se rendre au Final 8, comme on dit. Tu es d'accord avec l'analyse de Charlotte Hug? Oui, absolument. Moi, je pense qu'on a l'équipe là, pour aller dans la ronde finale. Puis après, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer, mais l'esprit d'équipe
la collégialité, la confiance qu'ils ont les uns envers les autres, le fait que c'est le même capitaine qu'en 2022. J'aime beaucoup cette chimie qu'on retrouve pour le Canada cette année. Puis ils ont l'air affamés. Écoute, c'est 2 matchs parfaits. Ils ont pas échappé de 7, ni Denis, ni Félix. Tu vois qu'ils ont le couteau entre les dents. Donc, je les vois aussi dans le groupe final, là, dans les 8 dernières équipes. Et pourquoi pas aller jusqu'au bout. Mais là, ça va être encore une autre paire de manches. Il peut se passer beaucoup de choses. Ça va très vite en 3 matchs aussi. Hein. C'est pas la même formule qu'avant. C'est Non, plus des exact. pinks nets comme il y a quelques années. Il peut se passer beaucoup de choses quand même. Ouais, mais en même temps, j'ai l'impression que cette année, c'est un peu différent comparé à d'autres années parce que, vous direz si je me trompe, mais j'ai l'impression que le Canada a des choses à prouver. Félix a une saison correcte, loin d'être la catastrophe, comme certains peuvent le, le dire. Là. Moi, je trouve que Félix a une saison bien correcte et sans être exceptionnelle, elle est loin d'être catastrophique. Chapeau, c'est une autre chose. Elle est correcte dans ses nouveaux standards. Mais j'ai l'impression que le Canada a quand même, et je dis le Canada, mais je pense que les joueurs canadiens vont vouloir prouver qu'ils sont encore parmi les meilleurs au monde. Et c'est le cas de Félix. Vous avez beau dire ce que vous voulez, mais c'est un gars qui est compétitif et qui a des attentes immenses envers lui puis envers sa carrière. Alors, j'ai l'impression que cette année, mais peut-être que ça viendra jouer dans la motivation canadienne. Je ne sais pas, Charlotte, es-tu d'accord avec moi? Tu les connais, ces joueurs-là, tu les côtoies, tu as été dans cette position-là. Est-ce que le Canada peut être dangereux parce qu'on peut sentir qu'ils ont quelque chose à prouver? Oui, certainement. Je pense qu'on l'a déjà prouvé en 2022. Je pense que ça, c'était quand même déjà une grosse étape pour prouver qu'on est une des meilleures nations au monde, sinon la meilleure, surtout chez les gars et ensuite chez les filles qui ont gagné la Billie Jean King Cup par la suite. Je pense que ça venait affirmer un statut de dominance puis de progrès aussi parce qu'on n'avait jamais vu ça auparavant. Je pense que là, c'est plus nécessairement d'en prouver, mais c'est d'en continuer de progresser et de consolider notre dominance puis nos succès. Donc, je pense que les gars ont toujours trouvé ça très important de jouer pour le pays, que ce soit on avait justement le même événement chez les juniors, puis déjà là, ils l'avaient gagné à Madrid, justement. Puis, c'était important pour eux de porter les couleurs du Canada, puis d'aller chercher des victoires. Puis, on dirait toujours que tu as un sentiment de jouer pour plus que juste toi-même. Puis ça, je pense que les gars, ils l'ont tous sur l'équipe. On le sent, même si c'est pas nécessairement pour leur classement respectif ou personnel, c'est pas nécessairement pour un prestige dans un grand chelem, ça reste que c'est très important pour eux, puis ils veulent tout faire pour aider l'équipe. Donc ça, je le ressens. Je pense que ça se voit aussi. Puis, je pense que c'est ça qui va les propulser aussi. Ils ont déjà goûté à la victoire. Je pense que d'une certaine manière, ça a été très satisfaisant, très gratifiant. Puis, ils vont peut-être chercher justement à retrouver puis à revivre ce moment-là tous ensemble. Peut-être un peu de nostalgie aussi qui va les pousser à vouloir recréer l'exploit. Donc, moi, j'y crois beaucoup, puis je pense que c'est très important pour eux. Ils sont là, ils prennent le temps de venir dans une année où l'horaire de tournoi est assez intense. Donc, voilà, je pense que c'est primordial pour eux, puis on le sent. Est-ce que ce serait une déception si le Canada ne passait pas la phase de groupe, Hugues? Oui, je pense qu'ils sont là. On voit souvent des pays qui font des choix. C'est notre année, c'est pas notre année. Des joueurs qui font l'impasse. Donc, nous, on voit qu'on a vraiment l'équipe la plus solide pour aller jusqu'au bout. Je pense que l'investissement en temps et en énergie que les joueurs mettent cette année, c'est parce qu'ils veulent se rendre en ronde finale, j'en suis convaincu. Donc, oui, ça serait décevant si on ne passait pas. J'ai une question pour toi, Hugues. On est les favoris aussi, hein? Oui, Dans le groupe B, on est les favoris. On est quand même 3e au monde. Après l'Italie et l'Australie, si je ne me trompe pas. Donc, bref, on est quand même classé dans les favoris. On l'a gagné auparavant. Donc, je pense qu'on est on est vu d'aller en finale. Évidemment, c'est jamais fait d'avance, mais moi, je pense qu'il serait très déçu de ne pas passer, mais on ne touche pas. C'est pas ce qui va arriver. Charlotte, avais-tu gagné chez les juniors, toi, la Fed Cup junior à l'époque? On avait terminé Finale? 3e, je crois. Parce que je sais que Félix...
C'était moi, Bianca, Catherine Sabov. Ah ouais, hein, tabarnouche, vous aviez de bonne Je équipe. nomme en nombre de classement à ce moment-là parce que c'était ça, mais on était quand même très solides. Ouais, non, c'était ça, mais ça. Puis, je pense que Félix et Chapeau l'avaient gagné chez les Oui, juniors. exact. Avec Évidemment. Benjamin Il y avait Sylvain. une compétition mixte aussi à l'époque, Charlotte? Non? OK. Ben voilà, c'est pour ça que Charlotte est là. Alors bon, on va suivre la Coupe Davis. On en reparlait, ça vient tout juste de commencer. Et là, comme vous l'avez constaté, ben, c'était notre bloc sur l'actualité du tennis canadien présenté par Giant, Tennis Giant. Hein, on a des petits détails pour vous là, concernant Tennis Giant après l'indication. Merci une fois de plus à Tennis Giant, là, un de nos partenaires depuis quelques semaines, mais quelques mois même. Maintenant, c'est vraiment un plaisir de travailler avec eux autres. Et d'ailleurs, si vous avez des items de tennis à acheter, ben, Hugues, tu as peut-être des solutions pour. Ben, juste un petit point, j'en parlais avec Mike Gazal de Tennis Giant. C'est quand même le mois de septembre, c'est un beau mois pour le tennis. On voit que la saison s'étire de plus en plus avec un mois qui est plus chaud souvent en septembre. Mais il y a une grosse vente d'entrepôt qui commence chez Tennis Giant demain, 12-13 septembre, 14-15 septembre. Jusqu'à 80 de réduction sur beaucoup d'items, tout l'équipement. Donc, c'est peut-être le moment pour mettre votre matériel à jour là, si vous avez besoin de certaines choses. Donc, vente d'entrepôt chez Tennis Giant qui commence demain. Ben voilà. Alors, c'est toujours des bons timings pour pouvoir acheter du matériel dans ces ventes d'entrepôt-là. Souvent, on peut voir des trucs qui. Vous allez avoir à moindre prix. Voilà, si vous avez des articles à acheter, vous allez pouvoir aller du côté de Tennis Giant. D'un autre côté, on va faire une dernière pause et au retour, on a des nouvelles pour vous de Marina Stakusic et on va parler également un peu de où se situe le tennis américain. Puis Hugues aime toujours se faire ça, des updates sur le classement mondial. Le restaurant Monem vous propose une nouvelle carte inédite créée par le chef Cédric Delonde. Le Monem met de l'avant des plats généreux inspirés de la gastronomie française et des cocktails créatifs. Venez vite découvrir notre nouvelle carte. Rendez-vous sur monem.ca. Profitez de la douceur de l'été et voyez grand pour votre prochain séjour au centre-ville de Montréal. Choisissez l'Hôtel Montville et profitez de leur offre incluant 30% de rabais sur les suites lors d'un séjour de 2 nuits minimum. Rendez-vous sur hôtelmontville.com. De retour sur la ligne de radio-podcast officielle de Tennis Canada, avec ça, j'aimerais dans votre compagnie. Hugues Léger et Charlotte Robillard, Minette, sont avec moi. Avant qu'on aille sur le tennis américain et donner une nouvelle de Marina Stakusic, Hugues, j'ai une question pour toi, parce que ça m'a marqué. J'ai vu Félix à la Coupe Davis avec le survêtement de Psycho Bunny, qui est le commanditaire officiel de Tennis Canada. Et j'avais une question. Comment le commanditaire personnel, en l'occurrence Adidas dans le cas de Félix, réagit et puis comment on gère ça, ce genre de situation-là où tu dois porter une marque qui n'est pas la tienne et pour laquelle on ne paye pas? Ben, pour les compétitions mondiales, tu vas te plier à ce que la fédération a comme entente. Donc, le survêtement là, va prendre le dessus dans ces situations-là. Quand on va le voir au foot, souvent, des commanditaires au niveau des ligues, au niveau des joueurs, ne seront pas les mêmes au niveau de l'équipe nationale et c'est des ententes différentes, des contrats différents. Donc, ils doivent porter les vêtements de Psycho Bunny qui ont été faits pour l'événement avec une petite Coupe Davis parce qu'ils l'ont déjà gagné, hein, comme on voit les étoiles au foot qui représentent les championnats. Donc, on a vu toute l'équipe canadienne là, avec les vêtements Psycho Bunny, mais c'est pour les sous-vêtements seulement. Oui, c'est ça parce que, en fait, je me souviens, Bianca, ça m'a marqué parce que c'était la première fois aux Jeux olympiques cette année et elle faisait des promotions avec, tout ce qui était son linge Nike, finalement. Ouais. Elle ne portait pas le commanditaire Lululemon qui était celui d'équipe Canada. Puis je me suis dit, là, peut-être que si on ouvre la porte du côté des Jeux olympiques, ça va changer également. Puis souvent, ce qui arrive, c'est que les commanditaires vont faire des vêtements aux couleurs là, du branding national, mais avec la marque, si on veut. Mais je me demandais si ça peut être un enjeu pour Félix avec Adidas de porter une autre marque que pour celle, pour laquelle il reçoit énormément d'argent, j'en doute pas. Enfin, tu es bien gentil d'avoir répondu à la question. C'est pour ça que tu es un spécialiste de ces questions-là. Charlotte,
Avant qu'on termine notre bloc sur le Canada, tu avais des nouvelles pour nous de Marina Stakusic qui, mine de rien, on n'en a pas parlé autant cette année, mais continue de faire quelques vagues là, sur le circuit d'Alberta. Oui, on n'en a pas parlé tant que ça, mais elle est quand même 150e au monde Ouais. chez les femmes. Donc, on s'entend que c'est très impressionnant. Elle a seulement 19 ans aussi. Donc, moi, je la vois comme une des grandes prochaines là, qui va se maintenir dans le top 100 et même peut-être à un moment donné passer à travers le top 50, le top 40, on l'espère. Il y a encore beaucoup d'années devant elle. Puis, elle a beaucoup de capacité. On l'a vu, là, elle est dans un WTA 500 à Guadalajara. Elle est rentrée dans le tableau principal, puis elle jouait Schmidlova. Premier tour, elle a gagné 6-2, 6-4 hier. Donc, Schmidlova, qui était quand même 26e au monde auparavant, là, elle est dans le top 100 encore, mais une joueuse solide là, qui a un bon niveau. Donc, c'est une bonne victoire pour notre Canadienne, puis qui va jouer Ostapenko au prochain tour. Ça, j'allais dire, elle va affronter la préférée là, de Hugues Léger au prochain tour. Championne du double féminin, d'ailleurs, au US Open, Ostapenko. Voilà. Elle a quand même une bonne saison, Ostapenko. Là, c'est une de ses bonnes saisons des dernières années. Parlant de bonne saison, Hugues, il y a une chose qu'on a laissé de côté dans le premier bloc là, parce qu'on s'est concentré sur les champions. Mais je pense qu'il y a une belle ressurgence du tennis américain. Et les Américains, il n'y a pas si longtemps, je me souviens, tu parlais de Ben Rothenberg un peu plus tôt dans l'émission, Charlotte, puis on avait la discussion avec Ben Rothenberg, puis on se disait, le tennis américain est rendu un pays de deuxième niveau, ce qu'ils ont à peu près jamais été dans leur histoire. Mais là, ils sont vraiment, vraiment revenus au top. 2 finalistes au US Open. On pouvait croire à un champion américain, autant du côté des hommes que du côté des femmes. Je pense que Fritz aurait pu battre Senna et Pegula aurait pu battre Sabalenka. Plusieurs joueurs dans le top 20 du côté des hommes, plusieurs femmes très haut classées également. Le tennis américain est-il de retour au sommet, Hugues? Je pense que poser la question, c'est ouais, il faut qu'il passe le dernier cap, par contre. Là, il se rapproche du top 10 côté masculin. Du côté féminin, bon, il y a des joueurs qui sont mieux établis. Tu as Pegula, tu as Navarro maintenant. Mais ça fait longtemps, là. Puis on revient de grandes périodes de dominance du tennis américain, tant du côté féminin que masculin. Je vous rappelle les Connors McEnroe, Agassi, Sampras du côté masculin. Après Roddick, Chang, qui a eu des bonnes périodes. Donc, c'est quand même des grands champions au fil des années. Évidemment, Evert, Navratilova, Williams, là, du côté féminin. On parle des sœurs Williams, évidemment. Lindsay Davenport, c'était le porte-étendard du tennis mondial avec des grandes académies de tennis, avec Bollettieri, avec IMG maintenant. Donc, voilà, c'est toujours bizarre quand on sent que l'Europe domine à ce point-là, pour moi en tout cas, qui a vu les grandes années du tennis américain. Mais là, ça va mieux en ce moment. Donc, c'est encourageant. Je pense que c'est bon pour le tennis nord-américain. Donc, j'ai vu le Canada là-dedans. C'est les Américains performe bien, d'avoir un champion ou une championne du continent. En tout cas, c'est payant. Je pense que Bianca, ça a été bon pour le tennis canadien. Et je pense qu'avoir un champion ou une championne américaine, ça va être bon aussi là, pour la participation. Charlotte, j'ai une question pour toi, puis j'ai besoin de ton point de vue de joueuse là-dessus. En ce moment, les Américains, particulièrement du côté des hommes, là, du côté des femmes, c'est un peu moins vrai parce que Serena était là il n'y a vraiment pas si longtemps. Mais est-ce que ça pèse sur les épaules d'un joueur de se faire dire systématiquement que tu es un peu une espèce de génération perdue de la gloire du tennis américain et de se faire dire à chaque tournoi, ouais, mais le dernier champion, c'est Andy Roddick. Rappelez-vous les Pete Sampras et André Agassi qui détruisaient tout le monde, les Michael Chang, etc. Est-ce que les joueurs, ça leur coule comme de l'eau ou est-ce que c'est quelque chose qu'ils font comme OK, je suis tanné d'en entendre parler, puis ça peut affecter leur performance, selon toi? C'est une bonne question. Je pense que c'est des années spectaculaires, exceptionnelles au niveau des noms que tu viens de nommer, Hugues. Là, aux États-Unis, on a eu des joueurs qui ont fait des choses incroyables. Puis je pense que ça va être difficile à refaire. Tant si on parle, par exemple, là,
du Big Three, là, même le Big Four, là, là, on parle pas des États-Unis, mais ça va être difficile, ça aussi, à refaire. Je pense qu'il y a des générations qui ont vraiment dominé, qui ont eu des joueurs exceptionnels, puis que c'est des grands, comment on dit ça, des grands souliers À chausser. à chausser. Donc, je pense que ça peut mettre de la pression. Puis si on fait la comparaison avec, par exemple, ici au Canada, où est-ce qu'on n'a pas vraiment eu avant, disons, Miloš, Eugénie, et là, la nouvelle génération de, justement, Félix, Bianca et tous les autres, on n'avait pas vraiment de grands champions, des gens qui allaient loin dans les grands chelems. C'est sûr qu'on a eu Alexandra Wozniak, on a eu Sébastien Larreau, Daniel Nestor, on en a eu des bons, mais pas des joueurs établis dans le top 30, dans le top 20, des joueurs qui faisaient des demi-finales de Grand Chelem, des finales de Grand Chelem. Donc, je pense que ça a été vraiment du jamais vu. Puis peut-être que justement, il n'y avait pas cette pression-là parce qu'il n'y avait jamais personne qui l'avait fait auparavant. Puis c'était comme tout du bonus, tout de l'extra, tandis que quand tu es dans un pays où que tout a déjà été gagné par d'autres joueuses avant toi, c'est une certaine pression. Puis peut-être que justement comment dire, la montagne semble difficile à monter, là, dans le sens où les attentes, les standards sont élevés. Tu n'es pas nécessairement une superstar comme tu peux l'être dans d'autres plus petits pays, par exemple. Donc, je pense que c'est sûr que ça a dû être difficile pour certains joueurs de ne pas être à la hauteur de ce qui était arrivé auparavant, mais là, ça revient, comme vous l'avez dit, avec Goff, Navarro, Pegula, Tiafoe, Paul. Je regardais le groupe, les joueurs sélectionnés pour la Laver Cup, puis le Team World, c'est tous des Américains. Ben oui, Il y exact. a Paul, il y a Shelton, il y a Tiafoe, il y a Fritz. Puis, tu sais, je veux dire, ça pousse là, chez les gars. Il n'y a pas Corda qui joue la Coupe Laver, là, mais il est très, très bon aussi. Donc, on a vraiment un bon bassin de joueurs. Puis là, on a vu quand même demi-finale, finale chez les gars américains. Donc, ouais, je pense que ça vient avec son lot de pression de devenir une nation compétitive et performante au tennis. Ça peut mettre justement les barres hautes, puis difficile à combler, disons. Mais peu importe, tu dois faire avec, puis ça reste que tu as probablement plus d'opportunités parce qu'il y en a avant toi qui ont fait des belles choses. Donc, c'est comme un couteau à double tranchant. Il y a des belles choses, mais il y a aussi des points plus négatifs. Ouais, mais en tout cas, ce qui est fascinant des États-Unis, c'est qu'ils ont quand même une profondeur assez hallucinante en termes d'excellents joueurs là, qui peuvent aspirer à de grandes choses. Mais tu sais, c'est ça doit être compliqué quand même pour cette génération-là, les Fritz, les Tiafoe, parce que Roddick, il est arrivé, et Sampras et Agassi gagnaient encore des grands chelems ou à peu près. Là, je pense qu'Agassi avait gagné l'Australie l'année où Roddick a gagné son US Open. Bon, avant ça, tu avais les McEnroe, les Connors, les Courier, qui est une génération dorée également. Alors, c'est comme un peu la première génération où tu te dis, on n'est pas sûr si on va gagner des grands chelems. Alors, j'imagine que ça peut ajouter énormément de pression. Hugues, un dernier élément sur les classements, mon cher ami, avant qu'on se dise au revoir? Ben, quelques points à remarquer. Commençons du côté féminin. Ben, du côté féminin et masculin, les numéros 1 ont 4000 points d'avance sur les deuxièmes. Déjà, il faut dire, là, Swiatek et Sinner sont confortablement établis en haut de la pyramide. Mais je remarque quand même que Goff a perdu 3 positions. On se retrouve maintenant 6e mondial. Elle avait évidemment ses points du US Open 2023 à défendre. Et Djokovic, qui sort du top 3, c'est quand même une nouvelle importante. Et c'était la première fois depuis 2002 qu'il n'y avait aucun gagnant du Big Three en Grand Chelem pour l'année 2024. On sait que la saison de Grand Chelem, c'est maintenant terminée avec le US Open. Donc, le changement de garde, je pense, est vraiment complété maintenant. Oui, absolument. Je pense qu'on peut finalement dire que finalement. Ça fait 3 ans qu'on en parle. Oui. Plus que ça. Mais moi, je tiens à dire que notre cher ami Nicolas Richard avait fait un commentaire il y a quelques mois de ça, avant peut-être un grand chelem, peut-être avant, tout de suite après l'Australie, peut-être, qui avait dit que si Djokovic ne remontait pas la pente de manière significative, il allait sortir du top 3 d'ici la fin de l'année, et c'est effectivement ce qui est en train de se passer.
T'es gentil de souligner les bonnes prédictions de Nicolas Richard, Charlotte, parce que sa moyenne au bâton n'a pas été la meilleure moyenne au bâton de l'histoire des prédictions cette année. Alors, c'est gentil à toi euh, de, de rappeler, mentionner. de le mentionner exactement, de booster son ego. Puis, on taquine beaucoup Nicolas Richard quand même sur ces choses-là, mais c'est un gars qui connaît son tennis et dont les prédictions en général ne sont pas faites quand même à la légère, là, même si parfois il dit avec un sourire. Mais j'ai hâte de voir, est-ce que Novak Djokovic, maintenant, poser la question, puis je n'ai pas trop envie qu'on y réponde, mais est-ce qu'il gagnera un autre grand chelem, Novak Djokovic? Je ne veux pas de définition, là. Je veux juste un oui ou un non, là. Puis peut-être qu'on aura le débat un peu plus tard. Mais est-ce que c'est terminé pour Novak? Moi, je pense que c'est pas impossible qu'il gagne des gros tournois ici et là. Peut-être un grand chelem encore, bien que ça va être difficile. Mais c'est plus un joueur qui va jouer pour être numéro 1 au monde maintenant. Il voulait une médaille olympique cette année, c'est ce qui lui manquait, il l'a eu. Mais je pense que le numéro 25, il le voit encore. C'est le dernier élément de record historique qui lui manque. Donc, je ne serais pas étonné qu'il aille en chercher un encore, mais il va falloir qu'il fasse assez vite quand même parce que le temps passe. Charlotte? On dirait que j'ai le goût de dire oui. Oui, il va peut-être en gagner un autre. Moi, Mais ça va être dur. non, mais c'est sûr, mais en même temps, moi, je mettrais ma main au feu qu'il va en remporter un autre parce que si on regarde Federer et Nadal, ils ont tous les deux, sont allés gagner même des fois 2 grands chelems alors qu'on les attendait plus. C'est Nadal, il n'y a pas si longtemps, et Federer aussi, quand il est allé gagner l'Australie puis Wimbledon probablement longtemps après, mais je pense que Novak, il arrive là au moment où on ne l'attend plus, il va aller en gagner peut-être un ou l'autre. On va éventuellement parler de la Coupe Laver qui s'en vient également, qui sera diffusée à TVA Sport, notre partenaire. D'ailleurs, on aura un épisode qui sera diffusé à la télé à TVA Sport. C'est ce qui complète notre émission de la semaine, encore une fois. Merci à Hugues et Charlotte. Et Charlotte, c'est à toi que je vais donner le lourd mandat de compléter l'épisode. Oh, avant Hugues, excuse-moi Charlotte, je ne veux pas voler ton moment, mais avant, tu voulais... On a une mention spéciale à faire. Sur une fille qu'on aime bien, nous, au podcast. Oui, Andréane Martin, ex-DG à Tennis Québec, ma voisine ici au Stade IGA et maintenant DG du Club de l'Île des Sœurs, a remporté encore une fois un championnat canadien, son 18e, imaginez, une légende du tennis canadien, il faut dire Andréane Martin, avec maintenant 18 titres, dont 11 en simple, qui sera avec nous. On la reçoit la semaine prochaine. On est chanceux de la recevoir pour parler tennis avec elle. Je n'ai pas de problème à dire que c'est une légende du tennis canadien, Andréane Martin, au podcast la semaine prochaine. Bon, titre que Charlotte va avoir dans une trentaine d'années. Le titre de championne. Encore une fois, c'est des gros souliers à chausser. Là. Certains de ça. Je mets pas ma main au feu. L'humilité de Charlotte Robillard-Millette qui parle, et c'est tout à ton honneur. Mais là, Charlotte, là, j'ai mon moment. Là, tu as ton moment. Excuse-moi de l'avoir brisé. Je te donne la lourde tâche, comme c'est la tradition, de terminer l'épisode. Bon tennis, Hugues. Bon tennis, Alex. Bon tennis, tout le monde.